Les Gilets jaunes ont fêté leurs 3 mois d'existence avec de nouveaux rassemblements samedi et dimanche. Si la mobilisation est revue un peu à la baisse, les participants sont plus motivés que jamais, outrés par la propagande du gouvernement. Ces acronymes barbares n'étaient pas connus il y a encore quelques mois. Les LBD 40 et les GLIEF 4 sont devenus les ennemis publics numéro 1 des Gilets jaunes. Ces armes non létales utilisées par la police pour le maintien de l'ordre ont déjà fait des dizaines de blessés. Fin de parcours pour l'État islamique, la coalition internationale est sur le point de reprendre le dernier bastion du groupe terroriste en Syrie. Une victoire territoriale qui ne signifie pourtant pas la fin de Daesh. Madame, monsieur, bonsoir. Fin de semaine active pour les Gilets jaunes. Après 3 mois de mobilisation, le mouvement se poursuit partout en France. De son côté, l'exécutif minimise les derniers rassemblements et tente par tous les moyens d'enrayer la grogne. Olivier Frère-Jacques. Et de 3 mois de manifestations tous les samedis à travers tout le territoire. Samedi 16 février, ils étaient encore plusieurs dizaines de milliers à battre le pavé en France pour exprimer leur hostilité à l'égard du président Macron et du gouvernement. Encore une fois, la bataille des chiffres était au cœur de l'actualité. Côté force de police, on évoque le chiffre très précis de 41 500 manifestants dans toute la France, pour seulement 3 000 dans la capitale. Des chiffres pour le moins étonnants eu égard aux images de foule, notamment sur les Champs-Élysées à Paris. Côté Gilets jaunes, on penche plus vers une évaluation légèrement supérieure à 100 000 manifestants, soit en légère baisse par rapport au samedi précédent. Et une fois n'est pas coutume, les Gilets jaunes ont même vu le spécialiste police de la chaîne d'information en continu BFM TV contester les chiffres officiels. Ce même média a par ailleurs vu un de ses journalistes reporters d'images être agressé à coups de matraque par des CRS. À Paris, comme dans plusieurs grandes villes, des scènes de violence ont eu lieu aux abords des rassemblements, mais outre ces phénomènes classiques de foule, la majorité des Gilets jaunes était simplement venue dire son hostilité vis-à-vis de l'exécutif, avec souvent en ligne de mire le fameux grand débat voulu par Emmanuel Macron. Tout ce qu'on voit à la télé, c'est un président qui se balade à droite à gauche et qui justement ne fait pas de réunion avec les Gilets jaunes pour parler justement avec nous des problèmes qu'il y a. Il préfère parler avec les maires, tout le monde sauf nous. Un gouvernement qui fait diversion et un mouvement qui demeure très divers, avec notamment toujours des élus qui manifestent, à l'image du militant associatif et adjoint au maire socialiste de Blois, Gildas Vieira. On a fait passer dans l'opinion publique, malheureusement ces derniers temps, qu'on est dans la violence. On a fait passer aussi le fait que les commerces de proximité perdent beaucoup d'argent peut-être, mais ce n'est pas forcément à cause des Gilets jaunes. Je suis élu local et je connais les problèmes de commerce dans nos collectivités. Donc on ne peut pas donner tous les mots ou mettre tous les mots sur le dos des Gilets jaunes. Ne pas accuser les Gilets jaunes de tous les maux que connaissent les commerçants et pour cause, le raccourci gouvernemental selon lequel le mouvement porterait atteinte à l'économie a du plomb dans l'aile, puisque en même temps, l'exécutif se vante d'une baisse du chômage qui serait passée sous la barre des 9%. Quant au tourisme, qui subirait de plein fouet les mobilisations, ces chiffres sont en hausse, notamment à Paris, depuis le début des mobilisations. En opération désamorçage pour faire plier le mouvement depuis plus de 2 mois, le gouvernement tente le tout pour le tout. En plus des chiffres du nombre de manifestants, toujours tirés vers le bas, l'exécutif et les personnalités hostiles au mouvement jouent la carte de la peur et des fameux extrêmes. Relayant en boucle les images du philosophe Alain Finkielkraut, prises à partie verbalement par une poignée de manifestants, ou encore les échanges un peu musclés qui ont poussé l'éphémère candidate aux européennes estampillées Gilets jaunes, Ingrid Levavasseur, à quitter le Rassemblement parisien. Dans cette entreprise de diabolisation du mouvement, le gouvernement est en revanche bien aidé par les groupes d'extrême gauche qui tentent de récupérer la colère populaire depuis plusieurs semaines et qui se sont une nouvelle fois illustrés à Lyon en prenant à partie un fourgon de police. Ouais, Pétrin, on est pris et parti et on reçoit des pavés. On reçoit, vas-y, avance. Avance, vas-y, avance. Vas-y, avance, vas-y, avance. Vas-y. Des microphénomènes en marge des grands cortèges et que les détracteurs des Gilets jaunes voudraient à tout prix mettre en avant pour en finir avec le mouvement. Quelques autres scènes de violence ont aussi pu être observées à Paris ou encore Bordeaux, notamment des images qui pourraient profiter à un essoufflement des mobilisations, même s'il est difficile de croire que les Gilets jaunes jetteront l'éponge après déjà 3 mois de mobilisation pour quelques anecdotiques affrontements relevant souvent d'initiatives isolées. Car en plus des grandes agglomérations très médiatisées, des villes plus petites connaissent également des mobilisations tous les samedis, à l'image de la ville de Troyes, dans l'Aube.
La ville de François Barouin et ses quelques 60 000 habitants illustrent assez bien la dispersion de la grogne partout sur le territoire. Parmi les manifestants présents samedi dans cette ville de Champagne, Jean-Christophe Lefebvre, blessé lors d'une manifestation parisienne. Ce dernier, loin de se résigner, exprime ses espoirs pour la suite du mouvement. J'ai été victime d'une grenade Gli F4 à Paris lors d'un échauffouré lors de l'acte 13 devant l'Assemblée nationale. On m'a retiré 3 éclats de grenade dans le tibia gauche et un éclat dans le genou droit. J'étais à 1 mètre, 1 mètre 50 de la grenade, donc j'ai été tiré au sort. Je crois que c'est Bernanos qui disait l'espoir est un risque à courir. Donc dans cette manifestation des Gilets jaunes, il y a beaucoup d'espoir, donc autant courir le risque. Toujours dans les rues de Troyes, le porte-parole des Gilets jaunes de l'Aube, Hervé Giacomoni, a évoqué un rassemblement d'ampleur pour le 8 mars prochain. N'oubliez pas le 8 mars. Le 8 mars, on va compter sur vous tous et vous tous très bientôt. Il faudra tous se réunir à un point précis. Et là, il faudra être prêt. C'est le moment jamais où on fera trembler et plier le gouvernement. Révolution ! Vous êtes prêts ? Une volonté des organisateurs de s'inscrire dans la durée. À quelques mois des élections européennes, la perspective de voir des dizaines de milliers de Français battre le pavé tous les samedis a de quoi inquiéter le gouvernement, à moins que, justement, le gouvernement compte sur une baisse du soutien de la population aux manifestants, un soutien qui serait passé sous la barre des 50% pour la première fois depuis le début des mobilisations, et que la République En Marche parvienne à se faire passer en unique recours face à la rue et une opposition qualifiée d'extrême. LBD 40 ou Gli F4, il y a encore quelques mois, la plupart des Français ignoraient de quoi il s'agissait, mais samedi après samedi, les armes dites non létales des forces de l'ordre défraient la chronique. Inadaptées, imprécises ou mal utilisées, qu'en est-il réellement? Élément de réponse. Avec plusieurs centaines de blessés graves chez les Gilets jaunes, le conflit social est la mobilisation la plus violente en France depuis octobre 61. Alors qu'on dénombre plus d'une vingtaine de mutilés à vie, éborgnés ou amputés, les armes utilisées par les forces de l'ordre pendant les manifestations sont de plus en plus remises en cause. 2 types sont pointés du doigt, les LBD 40 pour lanceurs de balles de défense de 40 mm et les Gli F4 pour grenades lacrymogènes instantanées. Le premier, le LBD, est une version améliorée des flashballs dont la police s'est dotée en 2002. Considéré comme une arme à létalité réduite, le LBD est une arme à feu dont le projectile présente un large diamètre afin de ne pas pénétrer dans le corps. Pour autant, en 2010, à Marseille, un homme a été tué après avoir été touché par un tir de flashball en plein thorax. L'arme est également à l'origine de nombreuses graves blessures à l'œil, alors même que l'utilisation préconise de tirer sur le tronc. En 2009, une commission nationale de déontologie de la sécurité pointe plusieurs problèmes. D'une part, on noterait une certaine imprécision des tirs, et ce, malgré la qualité du tireur. Et d'autre part, la nécessité de réunir des conditions idéales de tir. 2 arguments qui poussent la commission à déconseiller fortement cette arme dans le maintien de l'ordre lors de rassemblements ou de manifestations. C'est ce que nous expliquait Michel Touris, le secrétaire général du syndicat France Police, policiers en colère. Le collègue qui va faire usage du LBD peut lui-même, autour de lui, peut être bousculé au moment du tir, être déséquilibré. Vous avez aussi face à vous, vous ciblez un manifestant au niveau du tronc. Vous pouvez aussi avoir la scène qui évolue entre l'action de tir. Il faut comprendre qu'il y a le moment où le cerveau va déclencher l'action du doigt sur la détente. Il faut ensuite que la chaîne pyrotechnique se fasse pour éjecter la balle en caoutchouc. Il faut que cette balle en caoutchouc, qui est quand même beaucoup plus lente qu'une balle létale de notre arme, par exemple à feu, de notre arme Six Hour, elle est plus longue à arriver. Donc, si vous voulez, entre la décision de tir... On parle de temps très court quand même, de oui, c'est très court, mais vous comprenez que dans une manifestation, vous avez face à vous des individus qui bougent, ça bouscule, tout ça se passe très vite. Donc vous visez, vous pouvez avoir aussi le tireur, comme je vous dis, le collègue qui tire, qui est légèrement déséquilibré et qui fait que son tir va monter un tout petit, d'un millimètre, mais avec la distance, 1 millimètre de décalage fait qu'au lieu d'arriver dans le buste, la balle en caoutchouc peut effectivement arriver au visage d'un manifestant. Rappelons que le défenseur des droits a demandé la fin d'utilisation du LBD 40 en janvier dernier. Autre arme sous le feu des projecteurs, la Gli F4, une grenade dite de désencerclement. Elle est mise en circulation pour les forces de l'ordre françaises en 2011. La France est d'ailleurs le seul pays à en faire l'usage. Avec une charge d'explosif type TNT de 25 grammes, la Gli F4 diffuse un gaz lacrymogène puissant après s'être disloquée.
Les GLI-F4 peuvent être nécessaires, encore une fois, dans certaines actions, notamment dans les quartiers, quand on parle de grenades de désencerclement. Donc en théorie, vous comprenez que ce n'est pas censé être des grenades purement offensives, c'est surtout des grenades que vous devez utiliser en état de légitime défense. De plus, c'est une grenade extrêmement dangereuse, puisque vous comprenez bien qu'on a de la TNT à l'intérieur. Donc quand la grenade éclate, même si vous n'avez pas d'objet très dur, même les plots, les espèces de plots en mousse que vous avez à l'intérieur sont projetés à très grande vitesse et deviennent quasiment des balles, hein, tout simplement. Vous avez le cas, je crois, d'un manifestant qui a été traversé de part en part par un éclat de cette grenade. Mais on est conscient du danger de cette grenade, puisqu'on parle bien de grenades de force intermédiaire, d'armes de force intermédiaire. Donc elles n'ont pas un caractère létal, mais elles ont un caractère extrêmement dangereux. On est sur de la force intermédiaire. Cette grenade, on sait, elle est très contestée. Elle a déjà causé par le passé des dégâts très importants. Elle n'est plus commandée aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur. On ne fait aujourd'hui qu'écouler les stocks. Un LBD contesté par des spécialistes de la sécurité, une GLI-F4 dont les commandes ont été arrêtées. Force est donc de constater que ces deux armes ne posent pas de problème sans raison. Selon Michel Touris, les réponses sont peut-être à voir du côté de l'utilisation qui a été détournée du but initial. Ces armes de force intermédiaire qui étaient destinées pour le maintien de l'ordre dans les quartiers a finalement aujourd'hui été utilisée pour des manifestations à caractère social contre les Gilets jaunes. Et cette répression, puisqu'il faut quand même parler de répression extrêmement forte contre les Gilets jaunes, il faut comprendre que c'est une question éminemment politique, celle du maintien de l'ordre. Vous avez des dealers qui ont installé chaises, tables, etc. Est-ce que là, on donne des ordres de les disperser, vous voyez, à coup de GLI-F4 ou de LBD, vous voyez? Donc il y a aussi ce souci de proportionnalité. Il y a forcément derrière quand même un discours qui est très politique de la part du ministère de l'Intérieur. L'État islamique à l'agonie a siégé dans son dernier bastion au sud-est de la Syrie. Le groupe terroriste semble vivre ses dernières heures, mais la défaite du califat ne signifie pas la fin de Daesh qui conserve des cellules clandestines dans de nombreux pays. Thibaut Bastide. La victoire territoriale contre l'État islamique approche. C'est en tout cas ce que clame l'alliance arabo-kurde qui combat le dernier bastion du groupe terroriste. Acculé à Baghouz, dans le sud-est de la Syrie, les djihadistes sont désormais assiégés sur un réduit d'un demi-kilomètre carré. Une surface infime que les combattants de la force démocratique syrienne souhaitent reprendre dans les prochains jours pour éradiquer définitivement le territoire des derniers combattants djihadistes. Après sa montée en puissance en 2014, l'État islamique avait établi un califat sur un territoire vaste comme la Grande-Bretagne, à cheval sur l'Irak et la Syrie. Un territoire sur lequel les terroristes islamistes avaient établi leur propre administration. Mais aujourd'hui, après la chute de ces deux capitales, Raqqa en Syrie et Mossoul en Irak, l'État islamique pourrait tout simplement être réduit à néant, et ce, malgré le ralentissement de la progression de la coalition internationale menée par les États-Unis, du fait de la présence de nombreux civils terrés dans des tunnels. Cependant, cette défaite territoriale ne signifie absolument pas la fin de Daesh, selon le rédacteur en chef du site Proche et Moyen-Orient.ch, Richard Labévière. Quand on parle de la fin de Daesh, il faut être assez prudent, puisqu'on sait qu'il y a des katibas, des unités de Daesh qui sont actuellement en train de combattre en Afghanistan aux côtés des talibans. Il y a des groupes djihadistes qui se revendiquent de Daesh puissamment installés en Libye, et notamment le faisant dans le sud de la Libye, sans parler de réseaux dormants plus ou moins affiliés à Daesh ou à Al-Qaïda du reste, qui sont toujours structurés, implantés en Europe, bien souvent derrière la devanture des frères musulmans. C'est-à-dire qu'on va assister vraisemblablement avec Daesh au même phénomène qu'on a connu avec Al-Qaïda, c'est-à-dire une décentralisation, une délocalisation, voire un redéploiement que je qualifie de rhizomatique, sans structuration pyramidale, sans centre et sans donneur d'ordre, mais avec des cellules qui seront plus ou moins recomposées et à la fois en Asie centrale, au Proche-Moyen-Orient, dans la bande sahélo-saharienne entre les côtes de Mauritanie jusqu'en Somalie, voire je le disais, en Europe, dans des structures islamistes qui bénéficient plus ou moins de la protection des devantures humanitaires ou caritatives des frères musulmans.
Cette défaite pourrait donc être synonyme d'un renouveau de l'État islamique. En effet, le groupe terroriste, qui prépare son retour à la clandestinité depuis plusieurs mois, dispose toujours de nombreuses poches, notamment au Sahel, où de nouvelles tentatives ont été faites afin de créer de nouveau un État califal. L'anéantissement territorial de Daesh pourrait également coïncider avec une menace terroriste accrue en Europe. En effet, avec des groupes dispersés, des attaques terroristes pourraient intervenir de toutes parts afin de prouver que l'État islamique n'a pas disparu et qu'il est toujours très actif. Ainsi, une vague d'attentats n'est pas à exclure. Une menace particulièrement présente en France, comme nous l'a rappelé l'attentat du marché de Noël à Strasbourg le 11 décembre dernier, ayant provoqué la mort de 5 personnes. Une menace qui se retrouve généralement dans les prisons, où la propagande de l'État islamique va bon train, comme nous le confirme Richard Labévière. C'est toujours à craindre qu'on ait, si vous voulez, des loups solitaires ou des loups en meute ou des réseaux dormants qui, de manière proprement locale et autoproclamée, commettent des attentats en se revendication de Daesh ou d'autres organisations comme Al-Qaïda. Si vous voulez, c'est la hantise de tous les services de sécurité de la plupart des pays. Il faudrait s'interroger davantage en Europe sur l'interface qu'on connaît bien maintenant entre une petite, moyenne, sinon grande délinquance et le djihadisme ou le terrorisme armé dans les pays européens. Là, quand on connaît l'état de l'intensité du recrutement, de radicalisation dans les prisons, on a enfin compris qu'il faut remettre sur pied des structures de renseignement carcéral. Bon, si les services suivent la plupart des structures dormantes et leur communication, il y a bien d'autres choses à faire dans l'interface entre la délinquance et le djihadisme et ces potentialités qui restent fortes dans la plupart des pays européens. Et à présent, on part avec Olivier Frère-Jacques pour l'actualité en bref. Air Cocaïne, le procès a décollé. 9 personnes sont jugées jusqu'au 5 février devant la cour d'assises. Pour cette affaire de trafic de drogue internationale en bande organisée, pas de juré, mais une cour d'assises spéciale composée de 5 magistrats professionnels. En mars 2013, plus de 680 kilos de cocaïne dissimulée dans 26 valises avaient été saisis par la police dominicaine dans un jet privé à l'aéroport de Punta Cana. Les responsables encourent jusqu'à 30 ans de réclusion. Piratage de masse en Australie. Ce lundi, le Premier ministre australien Scott Morrison a accusé un agent étatique sophistiqué d'être responsable d'un piratage du système informatique du Parlement à quelques mois d'élections nationales. L'acte malveillant aurait également touché les réseaux de certains partis politiques, le Parti libéral, le Parti travailliste et le Parti national. Pour le moment, les responsables n'ont pas été identifiés, mais certains médias ont pointé du doigt une potentielle implication de la Chine. On n'arrête plus le lobby LGBT. En Thaïlande, une personne transgenre, Pauline Garmpring, va tenter de briguer le poste de Premier ministre à l'occasion des élections législatives du 24 mars prochain. Si le royaume est connu pour son importante population de transsexuels, c'est la première fois qu'un de leurs représentants se lance en politique. Avec un programme exclusivement tourné vers le lobby LGBT, le candidat espère rassembler l'importante communauté homosexuelle et transgenre présente en Thaïlande, ainsi que les travailleurs du sexe. Nouvelle occupation pour le bastion social. Le mouvement a investi une maison alsacienne dans la commune d'Ensheim, dans le Bas-Rhin, à une dizaine de kilomètres de Strasbourg, afin de préserver le patrimoine alsacien et loger des sans-abri. Le responsable du bastion social Strasbourg, Valentin, explique la démarche de son organisation. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui en Alsace, l'État détruit 500 maisons alsaciennes. 500 maisons alsaciennes sont détruites par an, un peu plus donc du coup d'une et demie par jour. Et donc du coup, nous pour s'opposer à ça, parce que du coup c'est un patrimoine, notre patrimoine alsacien qui disparaît petit à petit. Et du coup nous pour s'opposer à ça, on a décidé aujourd'hui d'occuper une maison alsacienne, plus exactement 2 maisons alsaciennes qui sont sur le même terrain que l'État a racheté, la mairie a racheté pour procéder à leur destruction, pour construire un complexe immobilier lucratif et tout neuf sans âme. Donc nous c'est vraiment pour s'opposer à ça, pour sauvegarder notre patrimoine. Et en fait on a donné un autre axe, donc l'axe de, on va dire, la défense de l'identité, la défense du patrimoine. Et il y a aussi l'axe social, à savoir que dans une maison, donc on habite nous en permanence, on loge les militants H24, on effectue des roulements. Et à l'étage on va loger très rapidement des SDF, des Français délaissés par le gouvernement qui n'ont pas de toit tout simplement.
Le projet immobilier initié par la mairie implique notamment la construction d'un parking en lieu et place des maisons traditionnelles. Le mouvement a d'ores et déjà reçu le soutien d'une partie de la population, même si certains locaux ne sont pas nécessairement enthousiastes. Une chose est sûre, la volonté du maire de construire un parking ne fait, elle, clairement pas l'unanimité. Pas d'a priori, si elle doit être, pourquoi être rasée si éventuellement on peut loger des personnes. Ça c'est très bien. Après, exclure des gens en fonction de leur nationalité, je trouve ça dommage, mais voilà. De loger les gens qui n'ont pas de domicile, je trouve ça plutôt sain comme motivation. Pareil. Ils squattent illégalement, il y a la justice qui est là pour ça. Je pense que juridiquement, ils vont être délogés et qui installent les Français dedans. Ouais. Tandis que la mairie voudrait apparemment raser la maison pour faire un parking. Non, ça je suis pas d'accord. Il y a assez de place dans le village pour tout le monde en matière de parking. Ils ne devraient pas détruire. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de logement. J'ai pas de quoi que ce soit à penser. Je savais même pas que ça existait dans le village, ce genre de parti politique. Moi je suis pour... tout ce que je sais, c'est que je travaille. Je travaille tous les jours. La réquisition solidaire du bastion social a été effectuée le 14 février et rendue publique après 48 heures. Après ce délai, la police ne peut donc plus déloger les militants et la balle est dans le camp du tribunal administratif, ce qui peut a priori prendre plusieurs mois. Le temps pour les militants de commencer les travaux de rénovation pour entretenir le patrimoine architectural alsacien et accueillir les plus démunis. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour, l'écrivain et blogueur à succès Michel Drac livre son analyse sur les profonds changements qui secouent la société française. Oui, c'est-à-dire que ma grille de lecture pour l'instant de ce qui se passe dans le pays, si vous voulez, de façon très schématique, c'est qu'en fait, ça fait un certain nombre de décennies en France qu'on ne traite pas les problèmes et on a plutôt tendance à en fabriquer et à les empiler. Bon. Alors pendant un certain temps, vous pouvez fonctionner comme ça en cachant la poussière sous le tapis. Et puis au bout d'un certain nombre de décennies, ça n'est plus possible. Et la société se retrouve en quelque sorte collectivement bloquée. Bon, en général, ceux par lesquels le blocage se révèle, ce sont les personnes qui vivent avec peu de moyens. C'est les gens qui se trouvent dans les déciles inférieurs de la stratification des revenus. Parce que si vous voulez, quand tout le monde descend petit à petit en termes de sécurité réelle, ceux qui étaient dès le départ à la limite en termes de sécurité vont assez vite taper dans le dur. Bon, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment en France. Et puis ce soir, retrouvez également Politique Éco. Olivier Pichon reçoit le président de l'association des écologistes pour le nucléaire, Bruno Combi. Ils évoquent le paradoxe du nucléaire. Et puis tout de suite, on retrouve évidemment la France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. Et à présent, c'est la fin de Se quitter. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Comme tout le monde, j'ai du courrier électronique auquel je ne réponds pas, dont je ne sais pas comment interrompre la source et qui est un peu comme ce carton de vêtements, vous savez, que vous contournez chez vous dans le couloir depuis des semaines en vous disant « il faudra que je mette ça à la cave ». Il y a notamment les envois du réseau social LinkedIn que j'enjambe depuis plusieurs années. J'ai d'ailleurs perdu le mot de passe pour faire cesser ça. Ça m'a fait penser qu'il y avait un sujet ô combien actuel à traiter ici, c'est le chômage vu de Pôle emploi. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport? Et certains me diront un peu dédaigneux, qu'est-ce que vous connaissez du traitement social du chômage, vous? Ben, en une phrase, quand vous avez passé 6 ans à l'étranger pour le compte du Quai d'Orsay, en rentrant, vous êtes indemnisé le temps de trouver un nouvel emploi. Et dans mon cas, par exemple, un éditeur. Donc vous devez pointer, c'est-à-dire aller d'abord vous faire connaître au pôle emploi près de chez vous. Et quand vous habitez en province, à Campagnol, vous tombez forcément sur un pôle emploi où il y a des gens qui veulent travailler chez Leclerc, aux abattoirs, à la DDE, comme cariste en zone industrielle. Et la fille qui s'occupe de votre dossier n'a pas forcément été préparée à tomber sur un type de 59 ans qui a vécu toute sa vie en écrivant des livres ou en traduisant des romans américains.
ou en organisant des expositions. Donc, comme tout le monde, et comme ce sera de plus en plus le cas, vous êtes obligé, pour toucher votre indemnité mensuelle, de faire état de vos démarches pour retrouver un emploi, c'est-à-dire de passer des offres qu'ils appellent raisonnables. Et la rumeur dit que bientôt, si vous refusez, vous ne serez plus indemnisé. Or, vous avez près de 60 ans, en pays rural, il n'y a aucune offre qui corresponde, même de très loin, à ce que vous savez faire. Et le pire est que la fille qui est en charge de votre dossier est humiliée d'avoir à le traiter. La première raison, c'est qu'elle doit vous écrire un courrier électronique régulier. Or, comme la langue française est votre spécialité, mais pas forcément la sienne, elle fait une faute d'accord toutes les 2 phrases et elle le sait, donc vous la mettez mal à l'aise, vous lui dites faites pas attention, mais du coup elle vous répond c'est pas la peine de venir pour un entretien régulier, contentez-vous de me faire un rapport mensuel sur vos démarches pour retrouver du travail. Alors c'est là qu'il faut décrire la mascarade du système à la française. Elle est obligée de vous renvoyer un courrier formel uniquement pour sa hiérarchie, afin d'accuser réception de ce que vous avez fait pour témoigner qu'à 59 ans, en race campagne, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour retrouver un poste de rédacteur en chef, par exemple, sous le sabot d'un cheval, au sens propre. Et là, elle doit la sortir de préconisations qui sont toujours activer votre réseau. C'est là que la folie des gens qui nous dirigent donne sa mesure. D'abord, la fille est strictement incapable de vous donner des conseils de recasement dans un milieu dont elle ignore tout. Elle vous envoie tout au plus, un peu honteuse, des invitations départementales à participer à des réunions de formation sur les nouveaux métiers de la mobilité, enfin toutes les fadaises inventées par les technocrates pour essayer de faire coïncider les besoins de l'économie avec la réalité des gens. Et c'est dans ce genre de truc que vous vous entendez dire, par un formateur de 40 ans, qu'il faudrait rajeunir votre aspect. Je vous laisse imaginer le boulot. Il y a bien une cellule de recasement de ce qu'on appelle les travailleurs culturels, mais elle est aux mains des socialistes. Il y a bien des gens qui attribuent des missions, c'est-à-dire la rédaction de 40 pages sur un problème donné, mais ils les attribuent à ceux qui n'écrivent pas pour les journaux de droite. Vous allez me dire, ces fameux journaux de droite, là, dont vous étiez le salarié 10 ans plus tôt, pourquoi vous ont-ils pas repris quand vous êtes rentré de l'étranger? Et parce qu'il fallait pas faire de peine à François Hollande, parce qu'il vous avait dans le nez depuis l'époque où vous le traitiez de blaireau dans les couloirs de Sciences Po en 1975. Donc c'est là qu'on en arrive au réseau LinkedIn, qui est un truc assez commode pour les cadres qui attendent la retraite inscrits au chômage. Le fait de faire partie d'une sorte de réseau comme ça, où vous placez votre CV, où vous faites semblant de répondre à 2 annonces par mois, vous permet de raconter vos prétendues démarches en 10 lignes à votre conseillère Pôle emploi, qui s'excuse une fois sur 2 de vous obliger à cette mascarade depuis qu'elle a lu votre fiche sur Wikipédia. Et qu'elle voit bien que vous êtes dans un circuit absolument inclassable. À la fin, elle vous demande si vous écrivez quelque chose en ce moment, et vous lui dites d'un air complice que vous ne manquerez pas de lui transmettre la réponse des éditeurs. Seulement voilà, dans les années 2013-2014, vos éditeurs eux-mêmes sont entrés dans la police de la pensée. La France pratique depuis François Hollande une sorte de maccartisme néolibéral qui vous interdit non seulement de diriger une bibliothèque, si vous ne pensez pas comme il faut, mais de publier le moindre livre, même si c'est une biographie. Alors quand je vois un courrier LinkedIn, à présent que je suis retraité, j'ai de la peine pour tous ceux qui ont 10 ans de moins que moi et qui vont devoir se livrer au simulacre d'une recherche d'emploi dans un monde géré par des gens qui, lorsqu'ils ont le niveau, n'ont pas que ça à faire, un peu comme ces infirmiers, vous savez, à qui les vieilles dames parlent dans le couloir des hôpitaux et qui répondent « Mais oui, madame, par contre, il faut aller vous rasseoir ». En ce moment, tout se passe comme si une certaine France en avait assez qu'on lui dise d'aller se rasseoir. Elle a décidé de rester debout. Abonnez-vous, merci. Les naissances baissent en France, mais nous sommes rassurés. Agnès Buzyn, notre sémillant ministre de la Santé, a trouvé la parade. Il suffit de congeler des ovocytes. Madame le ministre n'est pas à la pointe de l'innovation, il faut néanmoins le rappeler. Cela fait déjà plusieurs années que Yahoo ou autres Facebook ont envisagé de proposer un service de congélation pour leurs employés et ES en pleine carrière qui ont tout de même autre chose à faire que de pouponner. Le constat est simple. Si la natalité baisse, c'est que les femmes n'ont pas le temps de faire des enfants parce qu'elles font carrière. Il suffit donc qu'elles se mettent quelques ovocytes au frais et quand elles en auront le loisir, vers 45 ou 50 ans, elles pourront materner et la natalité pourra repartir de plus belle, CQFD. La congélation des ovocytes est donc la phase ultime de la libération de la femme.
Des enfants quand je veux, y compris quand sur le plan biologique c'est plutôt un non-sens. Mais en fait, on voit très bien où Mme Buzyn veut en venir dans le contexte actuel. Si une femme de 45 ou 50 ans veut fonder une famille, à un âge où son corps n'est pas franchement adapté à la chose, elle n'aura qu'à faire appel à une mère porteuse jeune et vigoureuse pour y implanter ses ovocytes et donc bénéficier d'une GPA de confort. Plus aucun complexe dès lors à choisir de faire carrière et se marier beaucoup plus tard, comme le propose le ministre Buzyn. Et tout cela, on l'imagine, remboursé bien sûr par la sécurité sociale. Encore un petit effort, les femmes ne seront plus obligées de choisir entre faire des enfants et faire carrière, elles feront carrière, point final. Et d'ailleurs, entre nous, encore un petit effort, et la femme sera définitivement un homme comme les autres. Allons-y, nous sommes sur le bon chemin. L'industrialisation de la vie prend décidément des proportions assez effrayantes. Pour la restauration, pour les restaurants, on a mis au point un label, entre guillemets, qualité fait maison, garantie jamais congelée. Eh bien, il est à prévoir que plus tard, nos enfants n'auront même pas droit à des égards identiques à ceux d'un gratin dauphinois. Vous pouvez m'écrire si vous le souhaitez et je vous dis à très bientôt.